Salut à tous les amis, c'est Rakan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler cette fois-ci d'histoires paranormales. Je vais vous raconter deux histoires qui mettent en scène des événements tout simplement paranormaux. Donc sans plus attendre, on est parti pour découvrir ces histoires. Il y a des années maintenant, une petite fille de 8 ans qui s'appelait Abigail Townsend vivait dans une maison aux États-Unis qui s'appelle la maison Spooner. Son père était un pêcheur qui était la plupart du temps en mer pour son travail. Elle vivait donc avec sa mère et elle n'avait jamais eu une très bonne relation avec elle. À un moment donné, le père d'Abigail a abandonné sa famille et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à empirer pour la jeune fille. Sa mère était vraiment très méchante envers elle, très abusive, et Abigail avait toujours eu peur de l'abandon de son père parce qu'elle savait que ça aurait fait que les choses tournent peut-être mal. Les parents étaient donc divorcés, mais le père venait quand même de temps en temps rendre visite à Abigail. La mère, elle, essayait de le reconquérir, et un jour le père devait revenir, mais il a eu un empêchement, ce qui a fait qu'il n'a pas pu rendre visite à Abigail, et la mère a blâmé la jeune fille pour ça. C'est-à-dire qu'elle a exprimé toute sa colère sur Abigail, que ce soit mentalement et physiquement. Une nuit, la jeune Abigail était décédée dans des circonstances plutôt mystérieuses. La mère a toujours clamé que c'était à cause d'un problème de dents qui s'était infecté qui avait causé sa mort. Forcément, ça semble assez étrange et assez peu probable dit comme ça, et que cette infection en fait s'était propagée dans le corps de la jeune fille, c'est qui l'avait tuée. Beaucoup de personnes qui connaissaient justement cette famille étaient d'ailleurs peu convaincues par cette version des faits. Naturellement, les gens avaient tendance à suspecter la mère d'avoir assassiné la pauvre fille, notamment lors d'un de ses excès de rage où elle aurait pu poignarder la jeune fille jusqu'à la mort. Mais étrangement, depuis ce moment-là, le fantôme de la petite Abigail semble rôder dans la maison. Elle semblerait rester en haut des escaliers, à côté ou dans la chambre qu'elle occupait. Et effectivement, le voisinage qui passait à l'occasion devant la maison témoignait qu'il voyait une petite fille, qu'il reconnaissait comme Abigail, jouer avec les rideaux de la fenêtre de sa chambre. Aujourd'hui, la maison Spooner est un musée, et en 2005, un groupe d'employés a été engagé pour rénover un peu justement la maison. Ils n'étaient pas du tout au courant de l'histoire de la maison et de Abigail, ils ont toqué à la porte d'entrée et c'est une petite fille qui leur a ouvert la porte. Plutôt étrange pour une maison qui s'est transformée en musée, normalement personne ne vit là. Apparemment, cette jeune fille était habillée de vieux vêtements, et plus tard, quand le patron des employés est arrivé sur place, il était assez surpris de voir ses employés dans la maison. Il leur a donc demandé comment ils ont fait pour entrer, ce à quoi naturellement ils ont répondu: c'est la petite fille qui nous a ouvert. Le patron disait: mais quelle petite fille? Ils ont recherché dans toute la maison sans trouver aucune trace de cette petite fille qui leur avait ouvert. Les employés étaient tellement surpris, et cette surprise s'est transformée en peur, qu'ils ont décidé de quitter leur travail, de partir de la maison. On peut comprendre que ce soit assez effrayant. Une femme qui vivait juste à côté de la maison Spooner a dit une fois s'être réveillée et avoir trouvé Abigail au pied de son lit, et que le temps qu'elle reprenne ses esprits, la petite fille avait disparu. Il y a une légende qui s'est créée autour de cette histoire, comme quoi si on se tenait devant la maison Spooner et qu'on disait: Abigail, viens, est-ce que tu veux jouer, on verrait apparaître à la fenêtre de sa chambre une figure fantomatique qui serait la petite fille. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas, je n'ai pas testé, je ne me suis pas rendu sur place. Et personnellement, même si ce fantôme n'a pas l'air forcément très dangereux, c'est pas quelque chose que je voudrais expérimenter honnêtement. C'est ainsi que se termine donc cette première histoire. C'est une histoire que je trouve plutôt triste, parce qu'on parle quand même du décès d'une petite fille. Après, son fantôme hante-t-il la maison? C'est un mystère. En tout cas, j'ai pas d'explication, en tout cas rationnelle, au fait qu'on puisse voir une petite fille, parce que je serais assez surpris qu'une petite fille autres s'introduisent dans la maison pour faire des petites farces comme ça. Je pense honnêtement que ça mérite une enquête un peu plus approfondie. Il y a des années, une jeune fille qui s'appelait Anna Dorota Swartz avait voyagé jusqu'aux États-Unis pour faire fortune. Elle y est allée, elle a commencé à travailler en tant que servante dans une maison assez grande dans l'état de New York. L'homme qui était le propriétaire de la maison était un homme vraiment très riche, mais il avait un tempérament assez compliqué à gérer, il était d'une extrême violence. Cet homme s'appelait William Salisbury. Il avait payé le ticket à la servante pour qu'elle vienne aux États-Unis, et à partir du moment où elle est entrée dans la maison et qu'elle a commencé à travailler pour cet homme, Anna s'est vite rendu compte de quel type d'homme c'était. Il l'a traitée comme une esclave, et lui a également dit qu'elle ne serait pas payée tant qu'elle n'avait pas assez travaillé pour rembourser le ticket qu'il lui avait avancé. En fait, elle était totalement piégée, elle était obligée du coup maintenant de rester ici. Salisbury était assez vicieux, brutal, il n'hésitait pas à frapper ceux qui le servaient, et il prenait un malin plaisir justement à faire du mal aux autres. Il avait l'habitude de perdre son sang-froid face à Anna, et il se servait de la moindre occasion pour l'abattre. Par exemple, l'une de ces occasions, c'est qu'il a surpris Anna passer devant une porte fermée alors qu'il avait une conversation privée avec sa femme. Il en a conclu qu'elle écoutait aux portes, bien que Anna disait que pas du tout, elle était là pour faire son travail, qu'elle passait juste dans le couloir, et du coup il l'a emmenée dehors, il a commencé à la fouetter de toutes ses forces dans le jardin. Anna est ressortie de cette séance de torture
torture avec des traces partout sur le corps, que ce soit des hématomes, des coupures, et après cela, Anna s'est dit qu'elle ne pouvait pas rester sur place plus longtemps, sinon elle allait sûrement mourir. Quelques jours plus tard, elle a donc décidé de s'enfuir. Quand Salisbury, le propriétaire de la maison, s'en est rendu compte, il est parti à sa recherche. Il avait une rage sans limite, il est monté sur son cheval et a chassé Anna pour la retrouver. Il l'a retrouvée dans la forêt, tentant désespérément de se cacher derrière des arbres. Salisbury l'a attrapé, il a attaché ses mains et les a accrochées à son cheval. A partir de là, il l'a ensuite traîné jusqu'à sa propriété. Le temps du trajet pour qu'il revienne jusqu'à la maison de Salisbury, Anna était décédée. Son corps avait été frappé par des rochers, des cailloux qui parsemaient justement la route pour se rendre chez le propriétaire, et ça avait été fatal pour elle. Une fois arrivée chez le propriétaire, son corps était tout simplement couvert de sang. Elle avait des morceaux de peau qui étaient partis, qu'on voyait même sa chair. Salisbury, fort heureusement, a été arrêté pour meurtre, mais devant les juges, il a exprimé sa version des faits qui était qu'en fait le décès d'Anna était un simple accident. Il disait qu'il essayait en fait d'apprendre à Anna à faire du cheval et qu'il l'avait pas du tout traîné sur la route, et qu'en fait son cheval est devenu fou et que Anna est tombée et elle était encore accrochée à la selle et le cheval l'a traînée, c'est comme ça qu'elle est morte. En gros, il nous fait un gros mytho. Bien qu'il essaye de faire passer cette histoire pour un tragique accident, le jury ne le croit pas. On lui a donc attribué une peine de mort, mais Salisbury étant très riche, il a corrompu justement les juges. Il a pu donc réduire sa peine, il n'était plus condamné à mort, mais à rester d'une certaine durée en prison. Mais pour quand même essayer de lui faire payer son crime, on lui a ordonné pendant tout son temps en prison de porter un nœud du pendu autour du cou. Voilà, pour qu'on lui rappelle son crime, comme quoi de base il aurait dû être pendu, mais là il a réussi par l'argent à se sortir de cette situation, mais voilà, c'est pour lui rappeler vraiment son crime. Et chaque année, voilà, il y avait une vérification comme quoi il portait bien son nœud du pendu qui était assez serré, du coup il avait au fur et à mesure du temps une marque sur le cou, et forcément s'il ne l'avait pas porté ça se verrait. Après avoir purgé sa peine, c'était un homme totalement changé. Tous ceux qui le voyaient quand il marchait dans la rue savaient qui c'était. Forcément il n'avait plus son nœud du pendu, mais il avait encore sa marque, du coup tout le monde savait que c'était un meurtrier. C'était une honte dans la ville où il vivait, et lui-même le savait, il s'en rendait compte. C'était devenu complètement un paria, et personne dans la ville ne voulait être associé à lui, ce qu'on peut totalement comprendre. Après ça, des rumeurs ont commencé à se lancer comme quoi on verrait le fantôme d'une jeune femme aux alentours de la ville. Parfois elle serait assise sur une pierre devant la propriété de Salisbury, avec une sorte de rire venant des profondeurs qui sortait de sa bouche, et ça avait tendance à effrayer les habitants de la ville. Apparemment Salisbury a témoigné avoir vu devant l'une de ses fenêtres de sa propriété une ombre très rapide d'un cheval avec quelqu'un accroché derrière. Forcément, je pense qu'on ne fait pas plus évident comme signe. Au fur et à mesure du temps, Salisbury a commencé à discerner un peu plus cette ombre. Il ne la voyait plus comme une ombre, mais vraiment comme ce que c'était vraiment, c'est-à-dire un cheval avec une sorte de squelette qui était traîné derrière. Des sortes de cris semblaient venir de la maison de Salisbury, au point que personne ne souhaitait passer devant sa propriété de peur de voir justement ce fantôme ou d'entendre des cris qui pourraient vous mettre des frissons. Au fur et à mesure des années, Salisbury est devenu vraiment une ermite, il ne sortait plus de sa propriété, il ne parlait à personne, il restait vraiment tout seul dans sa maison, sa femme n'était plus là non plus, et la rumeur voudrait que le fantôme de cette servante le tourmentait chaque nuit, ce qui l'a conduit directement vers la folie. Un jour, n'ayant vraiment plus aucune nouvelle, plus aucun signe de vie de Salisbury, parce qu'on voyait quand même des fois de la lumière venant de sa maison, on savait qu'il était dedans. Là, la police est intervenue et on retrouvait son corps pendu à l'entrée de la maison. Là, forcément, il y a deux possibilités pour les habitants de la ville. Soit il était tellement rongé par la culpabilité qu'il a décidé de mettre lui-même fin à ses jours, soit, possibilité paranormale, il a été forcé par le fantôme de la servante à le faire. En tout cas, ce qui est assez ironique dans cette histoire, c'est qu'il s'est infligé lui-même, en tout cas, la sanction que le juge de base lui avait attribuée pour son crime. Ça, c'est une histoire vraiment super intéressante, je trouve, parce qu'on a une histoire paranormale, mais qui est associée à l'individu de Salisbury. Voilà, le fantôme n'est pas là pour hanter forcément la ville, il est là pour hanter la personne qui a tué l'être vivant de base, en soi Salisbury. Après, est-ce que cette histoire-là est basée sur des faits réels? Ça, par contre, je n'en ai aucune idée. Mais je trouve ça quand même assez flippant, déjà de voir un homme aussi cruel qui se permet déjà de blesser justement la jeune servante qui elle ne rêvait que de liberté en partant aux États-Unis, et en plus de ça il a usé de son argent pour en plus éviter la sanction qui lui était de base attribuée pour son crime. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cette histoire, je vous ramène en sécurité, vous inquiétez pas, il n'y a pas de fantômes qui peuvent intervenir. Ah là là, c'était des histoires fort bien intéressantes. Je pense par rapport aux sources que j'ai utilisées que la première histoire, c'est plutôt vrai. La deuxième, ça semble un peu plus romancé, donc je mettrai pas ma main à couper là-dessus. Mais bon, après, de toute manière, les histoires de fantômes, c'est pas forcément des choses qu'on peut prouver. Là, on n'a pas forcément de photos, de vidéos sur l'affaire, par exemple, de Salisbury. Et puis après, bien sûr, le paranormal, on y croit pas. Si on y croit,
Justement, on n'a pas besoin de preuves, hein. Je veux dire, l'histoire en elle-même suffit, mais si on n'y croit pas, bah là forcément, ça devient un peu plus compliqué et on rentre totalement dans de la fiction. J'espère que ces deux histoires vous auront intéressé, qu'elles vous auront fait frissonner aussi un petit peu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!